Tout a commencé par une matinée ordinaire et ensoleillée à Springfield, dans l'Ohio, où, à première vue, rien ne laissait présager des problèmes. Des rues tranquilles, des gens qui vaquent à leurs occupations, le bruit des voitures qui passent, tout cela ressemblait à un morceau de vie américaine familière, où l'ordre et la régularité étaient appréciés par-dessus tout. Personne ne pouvait imaginer que derrière l'une de ces façades banales se cachait une véritable tragédie qui allait secouer toute la ville quelques jours plus tard. En toile de fond, des cris, des bagarres et une dépendance qui déchirent peu à peu la famille. Mais jusqu'à présent, personne à l'extérieur n'a entendu comment, sous le toit d'une petite maison, se sont déroulés des événements dont la brutalité n'a rien à envier aux pires chroniques criminelles. Ironiquement, la première cloche a sonné il y a quelques années, lorsqu'un homme nommé Mark Anthony Wilson est entré dans la vie d'Emily Jenkins, une habitante énergique et souriante du quartier. Il n'avait pas l'air d'un monstre en soi, beaucoup le considéraient comme charmant et désireux de s'améliorer, même s'il savait qu'il luttait contre la toxicomanie. Mais à ce moment-là, Emily, qui élève seule sa fille Chloé, âgée de 12 ans, veut croire au meilleur. Elle pense qu'elle peut l'aider à se remettre sur pied et qu'en retour, il leur apportera stabilité et soutien à toutes les deux. Nous sommes donc en mars 2023. Personne ne se doute que dans quelques jours, l'histoire d'Emily et de sa fille Chloé fera la une des journaux locaux avec des détails macabres. Les vents du début du printemps sont encore frais, mais les gens anticipent déjà le temps plus chaud, prévoyant des pique-niques, des promenades et des réunions. Il y a une foire traditionnelle en ville, où les familles voisines exposent des pâtisseries et des objets artisanaux faits maison. L'atmosphère est presque festive, si seulement l'une des maisons n'était pas en proie à des problèmes que l'on ne peut plus contenir. Dans le quartier, on parle peu de la famille Jenkins elle-même. Emily travaille comme infirmière dans une clinique privée, consciencieuse, toujours calme. Sa fille Chloé, âgée de 12 ans, fréquentait l'école du quartier et se distinguait par un tempérament calme. Elle étudiait bien, aimait la musique et était très inquiète lorsque son beau-père se comportait mal en raison de crises de drogue. De nombreuses personnes ont dit qu'elle se repliait sur elle-même, regardait toujours le sol et évitait de parler de sujets personnels. Les voisins ont remarqué qu'il y avait des querelles bruyantes dans leur maison et qu'il y avait parfois une odeur d'alcool, mais personne n'a pensé que cela pouvait atteindre un niveau prohibitif. Les commérages sont restés au niveau de « il y a quelque chose qui ne va pas ici, mais je suppose qu'ils vont s'en sortir eux-mêmes ». Dans ces banlieues, les gens se tiennent souvent à l'écart des affaires familiales, préférant rester dans leur zone de confort. C'est ce qui s'est passé ici aussi. Mark Anthony Wilson, aujourd'hui âgé de 42 ans, semblait particulièrement déprimé ces derniers temps. Il était visiblement attiré par l'alcool et la rumeur disait qu'il n'avait jamais réussi à arrêter la drogue. Pendant des années, il a promis à Emily de mettre fin à son sombre passé, à trouver un emploi dans un atelier de réparation automobile ou à travailler à temps partiel dans des entrepôts. Mais la constance n'était pas au rendez-vous. À chaque fois, sa dépendance prenait le dessus et il rechutait. Emily pensait qu'il trouverait la force de surmonter cette faiblesse pour le bien de Chloé, qui souhaitait sincèrement que la maison devienne calme. Mais la dépendance est un ennemi insidieux, et si une personne n'est pas prête à la traiter sérieusement, elle finit tôt ou tard par s'effondrer. Et dans ces moments de rupture, elle peut devenir imprévisible et cruelle. Dans la soirée du 8 mars, juste avant le jour de la tragédie, Mark a été vu près d'un bar local. Il semblait excité, criant quelque chose d'inarticulé, mentionnant une « vie en désordre » et prétendument des problèmes financiers. Le barman se souvient que Mark l'avait littéralement supplié de lui donner un autre verre, se plaignant que personne à la maison ne le comprenait. Les habitués du quartier ont fait semblant de ne pas entendre. Puis il a disparu sans payer sa dernière commande. Emily était de garde à ce moment-là, et Chloé était chez son voisin pour faire ses devoirs. Personne ne pouvait imaginer que le lendemain matin, à son retour de l'équipe de nuit, Emily se trouverait dans la même maison, qui deviendrait déjà le théâtre d'un crime odieux. Cependant, les événements clés commencent un peu plus tôt, lorsque Mark rentre chez lui en état d'ébriété et qu'il y voit Chloé. Ces détails seront connus bien plus tard, lorsque la police commencera à rétablir la chronologie. Selon les rapports officiels, il s'est passé quelque chose de terrible pendant la nuit, entre 9 et 10 heures du matin le 9 mars. Chloé était seule à la maison, car sa mère n'avait pas encore terminé son travail. La jeune fille était probablement déjà endormie ou enfermée dans la chambre lorsque Mark est arrivé en rampant, sous l'emprise de la drogue. Personne ne connaissait la séquence exacte des actions avant les interrogatoires,
Mais finalement les experts et les enquêteurs se sont mis d'accord sur la version selon laquelle Mark a soudainement attaqué Chloé, faisant preuve d'une agression non seulement physique, mais aussi sexuelle. Ce fait constituera le moment le plus difficile de l'enquête. Réaliser comment un homme a pu abuser d'une enfant de 12 ans dans sa propre maison, cela provoquera une vague de dégoût, même chez les policiers expérimentés. Puis vient le pire, réalisant que l'enfant avait toutes les chances de raconter à sa mère, et à n'importe qui d'autre, ce qui s'était passé. Mark s'est lancé dans une folie meurtrière. Plus tard, il admettra qu'il avait peur d'être démasqué, car il était alors menacé de plusieurs années de prison. En d'autres termes, il a choisi la manière la plus odieuse de faire taire le seul témoin de ses crimes. Chloé a été étranglée, probablement avec une corde ou quelque chose de similaire, bien que les détails exacts n'aient pas été révélés par les pathologistes pour des raisons éthiques. Quoi qu'il en soit, l'enfant est morte dans d'atroces souffrances. Le tueur a ensuite caché le corps dans la cave, espérant gagner du temps avant que la mère ne revienne. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Mark à ce moment-là, mais ce qui est certain, c'est que son état de passion, alimenté par l'alcool et la drogue, l'a transformé en un homme sans état d'âme. Pendant ce temps, les rues de Springfield restent calmes, comme si rien ne s'était passé. Les gens marchent, les gens vont au travail, les bus scolaires déposent les enfants. Personne ne savait que dans l'une des maisons gisait le corps haletant d'une jeune fille innocente. Et sa mère, Emily, sans se douter de rien, terminait ses affaires, espérant rentrer à la maison et, comme toujours, accomplir les tâches habituelles. Mais toute sa vie, et celle de toute femme confrontée à une telle histoire, était déjà vouée à un terrible dénouement. C'est ici que commence le plus effroyable, qui entrera facilement dans les statistiques criminelles de l'État de l'Ohio et donnera matière à parler de la nécessité d'une meilleure protection des femmes et des enfants. Emily Jenkins est arrivée à Springfield il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle a décidé de s'installer près de sa sœur unique, qui vivait à l'époque dans une ville voisine. Après quelques années, la sœur a déménagé et Emily et la petite Chloé sont restées ici, tombant amoureuses de l'atmosphère tranquille et des voisins amicaux. Elle travaillait comme infirmière dans une clinique privée, un travail difficile, mais qui lui permettait de nourrir sa fille et de tenir la maison en ordre. Avant de rencontrer Mark, elle n'avait pas eu de relation sérieuse depuis son divorce avec le père biologique de Chloé, qui a fini par disparaître quelque part dans le sud du pays. C'est peut-être pour cette raison qu'elle s'est efforcée de ne pas être trop prudente lorsqu'elle a rencontré Wilson. Elle estimait que Chloé avait besoin d'un exemple masculin, et elle-même méritait depuis longtemps un peu de chaleur. Malheureusement, le destin lui a donné le vrai froid au lieu de la chaleur. Mark Anthony Wilson ne parlait pas de la même façon. Certains ont rappelé qu'il n'était pas un mauvais mécanicien et qu'il essayait sincèrement d'arrêter de boire. D'autres lui ont reproché ses fréquentes pannes et son tempérament dangereux, qui se manifestait lorsqu'il prenait des substances illicites. Parfois, il apparaissait calme et même plein de remords pendant des semaines, puis il craquait à nouveau et se lançait dans une cuite, brûlant tous les ponts de la confiance. Lorsqu'il s'est remis avec Emily, cela lui a semblé être la chance d'une nouvelle vie. Une femme avec un enfant est généralement très motivée, un homme veut montrer qu'il est prêt à s'occuper d'elle, et cela peut être une incitation au changement. Mais la dépendance est une force plus puissante que le simple désir d'être un homme bien. Le début de leur vie commune a été relativement calme. Chloé a essayé de s'habituer au nouveau père, l'a regardé avec un peu de méfiance, mais n'a pas montré de franche aversion. Emily était heureuse que Mark soit au moins un peu impliqué dans les affaires familiales, allant parfois chercher Chloé à l'école, aidant parfois à préparer le dîner. Mais le temps passe et les fissures dans le bien-être de la famille se creusent. De plus en plus, Emily entendit Chloé dire que son beau-père était parfois trop méchant ou effrayant lorsque sa mère ne pouvait pas le voir. La jeune fille se plaignait que son regard devenait étrange et que des traces rouges apparaissaient sous ses yeux. Emily savait que cela pouvait être un signe de consommation d'un produit plus fort que l'alcool, mais elle essayait de fermer les yeux, espérant que cela disparaîtrait. Les scandales sont de plus en plus fréquents, mais ils concernent généralement l'argent et le manque de travail de Mark. Il y a quelques mois, cependant, Emily a commencé à remarquer qu'il regardait Chloé d'une manière désagréable, surtout lorsque la jeune fille était en pyjama ou en tenue de ville. Cette idée la met mal à l'aise, mais elle n'ose pas l'accuser sans preuve. Elle l'a balayée du revers de la main, se disant que c'est juste de la paranoïa. Entre-temps, ses amis au travail l'ont exhortée à prendre les choses au sérieux, lui conseillant de consulter un conseiller ou même la police si elle soupçonnait des violences domestiques. Mais Emily,
comme acculé au pied du mur, a tout remis à plus tard, se persuadant que l'enfant est sous sa protection et qu'il est peu probable que cela se produise. Chloé, sans s'en rendre compte, se renferme de plus en plus sur elle-même. Elle n'était l'amie de presque personne à l'école, elle essayait de rentrer plus vite à la maison pour éviter les moqueries de ses camarades de classe, il y avait des rumeurs sur sa famille compliquée. Les enseignants lui demandaient parfois si quelque chose n'allait pas, mais elle se taisait. Personne n'était préparé à l'idée qu'un proche puisse commettre un crime aussi odieux. Même lorsque des bleus sont apparus sur Chloé elle-même, elle a dit à sa mère qu'elle était tombée, sans dire un mot sur son beau-père. La peur de ce dernier était plus forte que l'espoir d'une aide extérieure. Et c'est la nuit du 9 mars 2023 qui a tout changé. Selon l'enquête, c'est à ce moment-là que Marc, rentrant d'un bar sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, a poussé sa cruauté à son paroxysme. Les raisons pour lesquelles il a craqué à ce moment précis et commis des actes de violence à l'encontre de sa belle-fille restent sujettes à spéculation. Peut-être était-il déconnecté de la réalité. Peut-être y avait-il en lui un désir de longue date qu'il réprimait. Quoi qu'il en soit, l'enfant n'a pas pu se défendre. L'expertise médico-légale confirmera plus tard les traces de coups et les signes évidents de viol. Et Marc lui-même admettra « Oui, je l'ai fait, je ne pouvais pas me contrôler ». Mais cela ne sonnera que comme un repentir formel après la détention. Ensuite, c'est l'enfer pour Chloé, une horreur qu'aucun mot ne peut couvrir. Lorsqu'elle a compris que son beau-père essayait de l'étrangler, elle a probablement poussé un cri silencieux. Mais la maison était au milieu de nulle part, les voisins ne pouvaient pas l'entendre et sa mère était au travail. Marc n'a pas hésité à terminer le travail. Il a traîné le corps de la fillette dans la cave, la pièce où se trouvaient les outils, et a claqué la porte, l'abandonnant là. L'horreur de ce qu'il venait de faire aurait pu faire trembler son corps, mais il était trop préoccupé par la façon de ne pas se faire prendre. Il se démenait dans les pièces, essayant d'effacer les traces de sang. Tout cela se passait alors que le soleil se levait à l'extérieur des fenêtres et que la ville se préparait à vivre une nouvelle journée normale. Le matin du 9 mars, Émilie se dépêche de rentrer chez elle après avoir terminé son service de nuit. Il ne faisait pas encore chaud dehors, mais elle sentait déjà la saison des changements de temps approcher. Elle entra dans la maison, espérant que Chloé se préparait pour l'école et que Marc était absent ou endormi. La première chose qui l'alerta fut le silence inhabituel. D'habitude, sa fille est déjà en train de préparer son sac à dos à cette heure-là, de faire teinter la vaisselle dans la cuisine, de préparer un petit déjeuner rapide. Mais la maison était silencieuse. Elle appela Chloé, mais elle ne répondit pas. Marc sortit de l'autre pièce, le visage tordu. Il était étrangement agité, repoussant les questions sur sa fille comme s'il ne l'entendait pas. Comprenant que quelque chose ne va pas, Émilie se précipite dans les pièces à la recherche de Chloé. La chambre de la jeune fille était vide, le lit était éparpillé, ses affaires étaient introuvables. Émilie sent la panique monter dans sa poitrine. Elle se tourne vers Marc en criant « Où est Chloé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais l'homme se contenta de lui lancer un regard furieux en disant « Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de te le dire. » Elle décide alors de fouiller toute la maison. Au sous-sol, la porte ne bouge pas, comme si quelqu'un l'avait coincée de l'autre côté. Elle finit par trouver un tiroir qui avait été poussé, et le tirant, pénètre à l'intérieur. À sa grande horreur, elle vit une silhouette sans vie allongée sur le sol, enveloppée dans une sorte de tissu. Émilie se précipita vers l'emballage, le déballa et reconnut qu'il s'agissait de sa fille. Le choc est tel qu'elle pousse un cri strident. Lorsqu'elle se rendit compte que la fille ne respirait plus, Émilie ressentit d'abord une douleur inimaginable, puis, quelques secondes plus tard, la rage commença à bouillir en elle. Elle pensait que Marc était le seul meurtrier possible. Elle ne savait pas comment il avait pu s'abaisser à une telle chose, mais les faits étaient clairs. Tremblante de chagrin et de colère, Émilie se leva, avec l'intention d'appeler la police ou de s'occuper personnellement de l'ordure qui avait pris la vie de sa fille. Mais Marc avait apparemment anticipé cette scène. Dès qu'elle est sortie en courant dans le salon, il s'est jeté sur elle et l'a rouée de coups de poing. Sa tentative de résistance fut vaine. Marc était plus grand, plus fort, et dans un état déréglé alimenté par la peur d'être démasqué. Il ne voulait pas qu'Émilie appelle la police. Il a peut-être compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'éliminer elle aussi. Dans un accès de folie, il assène plusieurs coups violents, battant sa femme littéralement inconsciente. Mais cela ne suffit pas.
S'emparant d'un couteau qui se trouvait sur la table de la cuisine ou rangé dans un tiroir, nous n'avons pas d'informations précises, Mark a asséné plus de 30 coups à Emily. Cet acte bestial a alors choqué même les experts médico-légaux qui avaient vu toutes sortes de choses. Emily n'a aucune chance de survivre à cette pluie de coups. Tout s'est passé rapidement et de manière sanglante, et la maison était imprégnée de l'odeur de la mort. Après que la victime a cessé de bouger, Mark, étouffé par l'excitation nerveuse, se rend compte que la maison est en train de devenir une scène de crime, avec 2 victimes gisant mortes, la mère et la fille. C'est à ce moment-là qu'il a apparemment essayé de brouiller les pistes, mais il n'a pas eu le courage de se débarrasser complètement des corps. Il a laissé Chloé dans la cave, a traîné le corps d'Emily dans la chambre, a claqué la porte et a probablement commencé à réfléchir à ce qu'il allait faire ensuite. Le reste de la journée du 9 mars, la maison est restée fermée. Les voisins n'ont remarqué aucune activité, si ce n'est que quelqu'un a entendu des bruits sourds passant, mais n'y a pas prêté attention. Les gens sont habitués aux querelles dans cette maison. Personne n'a réalisé que c'était la fin d'un double meurtre. Et Mark lui-même, effrayé à l'idée de quitter la scène du crime, peut passer du temps à frotter le sang en vain, en essayant de se concocter un alibi. Il admettra plus tard qu'il n'arrivait pas à penser correctement, qu'il buvait et se droguait sans cesse pour ne pas penser à la réalité. Lorsque bientôt Emily n'a plus contacté ses collègues et que Chloé ne s'est pas présentée à l'école, personne n'a d'abord tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas grave, la mère et la fille sont peut-être partis quelques jours. Mais au bout de 24 heures, les enseignants, que Chloé n'avait pas informés de son absence, ont commencé à s'inquiéter. Ses camarades de classe ont déclaré que Chloé ne se rendait pas sur le forum de discussion, alors qu'elle y apparaissait habituellement au moins une fois dans la journée. Le personnel de la clinique où travaillait Emily a commencé à téléphoner. Le téléphone était silencieux, personne ne répondait. Les premiers soupçons se sont alors portés sur quelque chose d'anormal. Le 10 mars, alors que l'inquiétude grandissait progressivement, la police a reçu plusieurs appels, dont une déclaration des collègues d'Emily. Les personnes qui la connaissaient personnellement ont assuré qu'elle n'avait pas pu disparaître sans prévenir, car elle avait des horaires importants les 9 et 10 mars, et qu'elle prenait toujours son travail à bras-le-corps. De plus, ils ont découvert que Chloé ne s'était pas présentée à l'école. Cet ensemble de faits a suffi à l'agent de quartier affecté au secteur pour se rendre au domicile de la famille Jenkins afin de vérifier la situation. À sa grande surprise, les portes étaient verrouillées. Personne n'a ouvert la porte et il n'y a pas de lumière aux fenêtres. D'habitude, même s'il n'y a personne à la maison, il y a une voiture sous le porche ou une lampe allumée près de la porte d'entrée. Cette fois-ci, tout semblait avoir disparu. Le policier fait plusieurs fois le tour de la propriété, passant sa torche par les fenêtres, aucun signe de vie. Finalement, il frappe à la porte de derrière, qui ne répond pas non plus. En entrant dans la cour, il remarque un désordre inhabituel près des poubelles, des objets éparpillés qui auraient pu appartenir à Chloé, une trousse à crayons, des chaussures d'enfant. Ces éléments renforcent ses soupçons. Il demande de l'aide et au bout d'un moment, la police décide d'entrer dans la maison, estimant que la situation est critique. La disparition de 2 personnes, dont un enfant, est déjà très inquiétante. Lorsqu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur, selon certains témoignages, ils ont enfoncé la porte arrière, ils ont été accueillis par une odeur étouffante de décomposition et des traces de sang. En explorant les pièces, ils sont tombés sur une chambre ensanglantée où gisait le corps mutilé d'une femme, et au sous-sol, le corps d'une fillette. Des experts médico-légaux ont alors été appelés et la propriété a été bouclée. Les voisins, voyant les lumières clignotantes et l'agitation autour de la maison, ont commencé à descendre dans la rue. La nouvelle de ce meurtre horrible s'est répandue instantanément, les gens chuchotant tandis que la police travaillait sur les lieux, découvrant un détail après l'autre. Les corps ont été identifiés comme étant ceux d'Emily Jenkins, 37 ans, et de sa fille Chloé, 12 ans. Le corps de la femme présentait de multiples coups de couteau, tandis que celui de la fille présentait des signes de strangulation et plus tard, des preuves d'agression sexuelle. Les experts médico-légaux ont prélevé des échantillons d'ADN pour confirmer l'implication de Mark, qui était soupçonné à près de 100% à l'époque. Cependant, Mark lui-même n'était pas dans la maison. De l'avis général, il s'était éclipsé plus tôt. La police a lancé des recherches et lancé une alerte, avertissant le public que l'auteur de l'attentat était armé et extrêmement dangereux. La situation a provoqué la stupeur et la panique dans le quartier. La radio locale parlait déjà d'un double meurtre dans la soirée.
Les personnes susceptibles d'avoir connu Mark ont donné à la police des descriptions de son comportement et de ses habitudes. Où il pouvait se cacher, quel bar il fréquentait. Les détectives interrogent tous les parents, les connaissances, les anciens employeurs. Mais la piste se refroidit rapidement, il semble que le tueur ait disparu sans laisser de traces. Pendant ce temps, les experts de la maison tentent de recueillir le maximum de preuves, empreintes digitales, traces de sang, signes éventuels de lutte. Des éclaboussures sont laissées sur les murs, et le corps mutilé de Chloé se trouve au sous-sol. Aucune des personnes présentes n'a pu contenir son émotion en voyant la cruauté avec laquelle l'enfant avait été traité. Le deuxième jour après la découverte des corps, la police a élargi la géographie des recherches. Les voisins qui voulaient aider se sont impliqués. Des gens ont affiché des prospectus avec la photo de Mark et ont demandé des informations sur l'endroit où il se trouvait. Les médias sociaux ont été envahis par des messages d'indignation demandant que l'auteur du crime ne soit pas autorisé à s'enfuir dans un autre État. Cependant, Mark lui-même n'a pas été repéré. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait pu se réfugier chez des trafiquants de drogue qu'il connaissait ou se rendre en dehors de l'Ohio. Mais les détectives avaient un indice. Ils ont découvert qu'il était probablement dans un état mental épouvantable et qu'il ne pourrait pas aller bien loin sans argent ni soutien. De nombreux bâtiments vides, des sous-sols, des motels où il pourrait se cacher ont été vérifiés. La famille d'Emily, qui vit dans une autre ville, est venue à Springfield sans pouvoir croire ce qui s'était passé. La sœur d'Emily a pleuré devant les journalistes, exhortant la communauté à s'unir et à attraper le « monstre » qui a pris la vie de sa nièce et de sa sœur. Les habitants de la ville compatissent, mais ressentent également de la peur. Lorsque l'auteur du crime est en liberté, personne n'est à l'abri. La police reçoit des dizaines de faux appels indiquant qu'un « homme suspect » a été vu quelque part, et elle est obligée de vérifier chaque signal. La situation est très tendue. Reste à savoir si Mark a tenté de se suicider. Après tout, la conscience et la peur peuvent pousser un homme à des mesures extrêmes. Certains pensaient que Mark, ayant pris conscience de la gravité de son acte, se rendrait volontairement, dans l'espoir d'obtenir de l'indulgence. Mais il ne peut y avoir de prédiction exacte. Entre-temps, les experts ont établi que les meurtres ont eu lieu il y a environ un jour, et Chloé est probablement morte encore plus tôt que sa mère. Les motivations sont de plus en plus claires. Après le viol, il a compris que la jeune fille dirait toute la vérité, et en éliminant Chloé, il savait qu'Emily ne l'accepterait pas et appellerait la police. Le final s'avère être un double meurtre que toute la police de l'Ohio est désormais désireuse d'élucider. Le troisième jour, la police réussit encore à mettre Mark sur la piste. Selon le gérant d'un motel bon marché, un homme qui lui ressemble a loué une chambre pour la nuit, en payant une petite somme d'argent. Le motel a noté qu'il était très pâle, nerveux, les yeux brillants comme s'il avait peur. Lorsque les inspecteurs sont arrivés sur place, le fugitif avait déjà pris la fuite, mais il restait des bouteilles vides, des vêtements sales et quelques objets personnels. Parmi eux, une carte d'identité d'une ancienne agence pour l'emploi, au nom de Mark Anthony Wilson. Cela a confirmé qu'ils étaient sur la bonne piste. La police scientifique a pris les objets pour les examiner, dans l'espoir qu'ils contiennent des traces de sang ou de l'ADN. L'objectif se profile à l'horizon, arrêter le tueur avant qu'il ne franchisse la frontière de l'État. La décision est prise de fermer toutes les autoroutes principales sortant de l'Ohio. La police routière, le FBI et les unités locales s'associent pour bloquer les voies d'évacuation. Mais il restait à Mark des dizaines de routes de campagne où il aurait pu facilement passer inaperçu. Les habitants des petites villes, ayant lu l'enquête dans les journaux, sont devenus vigilants et ont appelé le 911 à la vue du moindre visage suspect. Quelques heures après la fouille du motel, la police a reçu un appel d'un pompiste d'une station-service située en bordure de route, qui avait identifié sur une photographie un homme venu acheter des cigarettes et nerveux à l'idée de payer avec un billet de 5 $ froissés. La station-service se trouvait à proximité de l'une des principales autoroutes, à la sortie de Springfield. L'homme a été décrit comme conduisant une voiture, bien que Mark n'ait jamais possédé de véhicule. La police soupçonne qu'il a pu voler la vieille voiture de quelqu'un d'autre ou en emprunter une à une connaissance. Avec des patrouilles à la station-service, les inspecteurs ont essayé de trouver des témoins qui avaient vu la direction dans laquelle l'auteur était parti. D'après les quelques descriptions recueillies, il semble qu'il se soit dirigé vers l'ouest, en direction de l'autoroute Dayton-Springfield. Immédiatement, tous les patrouilleurs de la région ont été prévenus et une course-poursuite s'est engagée,
mais la voiture dans laquelle Mark était censé se trouver n'a jamais été retrouvée. La piste a été perdue. Des rumeurs se sont répandues dans la ville, selon lesquelles Mark avait franchi les cordons de police, qu'il était défoncé et prêt à tout. Les gens verrouillaient leurs portes, essayaient de ne pas laisser leurs enfants sortir seuls. Les chaînes d'information ont multiplié les titres sur le « meurtre horrible d'une mère et de sa fille » et la « recherche d'un criminel particulièrement dangereux ». Le soir même, cependant, la police a reçu un autre appel inattendu. Un habitant de la banlieue de Springfield a affirmé qu'un inconnu, apparemment en état d'ébriété, dormait dans son hangar. Il s'est présenté là, peut-être pendant que le propriétaire était au travail, et maintenant ils ont peur de le mettre dehors parce que l'homme a l'air menaçant. Les chiens du voisin aboient, sentant un intrus. Les policiers interviennent immédiatement et encerclent la propriété. À l'aide d'un haut-parleur, ils demandent à l'homme de se rendre. Il y a un bruit, un grondement à l'intérieur. Finalement, les forces de l'ordre ont enfoncé la porte et ont trouvé Mark allongé sur le sol, probablement sous l'influence de drogue, marmonnant quelque chose à propos de « la fin de la route » et n'essayant apparemment plus de résister. 3 jours après la découverte des corps, l'auteur est donc arrêté. Il a été pris littéralement dans une porcherie, selon certains participants à l'opération. Insalubrité, suie, quelques outils agricoles. Mark n'a pas résisté à l'arrestation, se contentant de pleurer ou de dire « je suis parti ». Les inspecteurs qui l'ont vu ont dit que c'était un spectacle pathétique, mais que cela n'annulait pas l'énormité de ce qui avait été fait. Il a été menotté, emmené dans les voitures de police et les habitants ont poussé un soupir de soulagement. Enfin, la ville et tout le voisinage n'avaient plus à craindre qu'un tueur d'enfants et de femmes se promène en liberté. Après son arrestation, Mark a été conduit au commissariat où un enquêteur à plein temps a commencé à travailler avec lui. À ce stade, il y a encore une faible chance qu'il nie tout ou qu'il raconte des histoires inventées. Mais, à la surprise des forces de l'ordre, il a presque immédiatement admis sa culpabilité. Selon les transcriptions officielles, il a déclaré lors de l'interrogatoire « Oui, je les ai tués. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais hors de moi. » Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas plaidé la légitime défense ni rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Il donne plutôt l'impression d'un homme qui s'est résigné à son sort. Mais il a d'abord gardé le silence sur les détails du crime, en particulier sur les abus sexuels commis sur Chloé, 12 ans. Peut-être avait-il honte, même devant la police, car il se rendait compte que la maltraitance des enfants est un article à part, extrêmement grave. Dans le même temps, la police scientifique a effectué tous les tests nécessaires. Sur les vêtements de Mark, laissés au motel, ils ont trouvé des traces d'ADN d'Emily et de Chloé, ainsi que ses propres cheveux, entremêlés de taches de sang. Au domicile du tueur, ils ont trouvé un couteau ensanglanté caché dans l'une des réserves, sur lequel les experts ont relevé des empreintes. De plus, l'analyse toxicologique du sang du suspect a révélé la présence de résidus de méthamphétamine, d'alcool et peut-être d'opiacés. Les détails exacts n'ont pas été publiés, mais ont été mentionnés au cours du procès. Il ne fait aucun doute que l'infraction a été commise dans un état d'intoxication extrêmement agressif. Cependant, cela n'a pas atténué la culpabilité aux yeux de la loi. Il s'est avéré, au fil des conversations, que quelques heures avant le meurtre, Mark avait avalé des drogues illégales et bu une dose importante d'alcool fort. Il est rentré chez lui et a trouvé Chloé essayant de se cacher dans sa chambre, mais n'a pas pu éviter la rencontre. Ce qui s'est passé appartient déjà à la catégorie des scènes les plus odieuses. Selon ses propres termes, il a « perdu les restes de son esprit » et a commis un acte de violence à l'encontre de la jeune fille, puis il a eu peur qu'elle le dise à sa mère et a décidé de la tuer. Cela sera entendu par le tribunal comme la preuve la plus claire qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il a agi avec une intention directe. Lorsqu'Emily est revenue, il a compris que ce qu'il avait fait était la fin de sa vie, que tout serait révélé de toute façon, et il a donc commis un second meurtre. L'explication est courte. Je ne voulais pas aller en prison pour maltraitance d'enfants, une motivation si ridicule et si cruelle que ni les enquêteurs ni le jury n'ont pu l'écouter sans dégoût. Il y avait des circonstances atténuantes dans cette affaire, à savoir sa toxicomanie, son enfance difficile et ses problèmes de santé mentale, mais le degré de cruauté dont il a fait preuve à l'égard de personnes sans défense l'a emporté sur toute sympathie possible. Lors des premiers interrogatoires, le comportement de Mark était tantôt apathique, tantôt agressif. L'un des moments les plus difficiles a été celui où il a avoué les détails de l'agression de Chloé. Après cela,
Les enquêteurs ont écourté la conversation car il était évident que même des officiers expérimentés ne pouvaient pas écouter de tels détails sans frémir. Cela dépasse le bon sens, a écrit plus tard un agent dans un rapport. Parallèlement, la version concernant d'autres personnes impliquées a également été vérifiée, mais il n'en demeure pas moins que tout était l'œuvre d'un seul homme, éloigné de la réalité sous l'influence de substances et de sa propre colère. Alors que l'enquête était en cours, les corps d'Emily et de Chloé ont été soumis à une expertise indépendante pour confirmer tout ce qui avait été dit. Les conclusions ont été terrifiantes pour le public, de multiples coups de couteau sur Emily et des signes de strangulation apparentes sur la jeune fille. Le 20 mars, l'affaire s'approche progressivement du tribunal. La ville connaît des vagues d'indignation, la population exigeant une punition maximale et réclamant les peines les plus sévères possibles pour de tels crimes. Les médias ont vivement débattu du fait que la femme et l'enfant n'ont pas été protégés. Beaucoup accusent les imperfections du système, l'absence d'inspection opportune, voire des omissions dans les activités des services sociaux. Mais il ne restait plus qu'à attendre le procès du meurtrier, qui avait reconnu sa culpabilité. Le procès s'est ouvert en septembre 2023, bien qu'il ait été préparé depuis le printemps. Le procureur de l'Ohio a retenu plusieurs chefs d'accusation graves contre Mark Anthony Wilson. Viol sur mineur, meurtre aggravé, atteinte intentionnelle à la vie d'une victime vulnérable connue, et un chef d'accusation distinct pour le meurtre d'une deuxième victime, Emily, afin de couvrir un crime antérieur. L'avocat de Mark, commis d'office, a d'abord tenté d'invoquer son état mental et sa toxicomanie, mais ses arguments ont semblé impuissants au jury. Les preuves accumulées ne laissaient aucun doute sur la conscience et la cruauté des actes. Lors de la première audience, toutes les personnes présentes n'ont pu cacher leur émotion lorsque le procureur a décrit comment Mark avait violé l'enfant puis l'avait étranglé. Cela a provoqué une vague de murmures et d'indignation dans l'assistance. Une mère et sa fille, c'est ce qu'il y a de plus sacré, ont dit ceux qui connaissaient Emily. Des membres de la famille de la défunte sont apparus, ils sanglotaient doucement, tenant dans leurs mains des portraits de Chloé. Mark lui-même, comme l'ont noté les journalistes, est resté assis, le regard morne, regardant de temps en temps le sol et n'essayant pas de se justifier. Lorsque le juge a lu les chefs d'accusation, il s'est contenté de hocher la tête, comme s'il était d'accord. Lors des audiences suivantes, des experts médico-légaux ont pris la parole pour présenter les résultats des analyses ADN. Les empreintes digitales montrent que Mark n'était pas seulement dans la maison, mais qu'il a participé au déplacement des corps, et les traces de sang suggèrent une séquence de coups. Le fait que Chloé ait été agressée sexuellement peu avant sa mort a été particulièrement choquant. Pour le jury, cet élément est devenu décisif. L'infraction commise à l'encontre d'un mineur est l'une des plus graves prévues par la législation américaine. Le meurtre d'une deuxième personne pour couvrir le premier délit a également été considéré comme une circonstance aggravante. À un moment donné, l'avocat de la défense a tenté de jouer sur le fait que Mark aurait eu un épisode psychotique, qu'il n'aurait pas compris ce qu'il faisait. Mais l'accusation a répondu en présentant un expert psychiatre qui a souligné que la dépendance aux drogues et à l'alcool n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Aucune preuve médicale objective d'une confusion mentale ou d'un trouble qui le rendrait fou n'a été trouvée. Mark lui-même a admis qu'il savait ce qui se passait, mais qu'il ne voulait pas être puni pour un viol. Le procureur a cité cette phrase à plusieurs reprises, prouvant que l'accusé était pleinement conscient des conséquences de ses actes. Pour le jury, l'affaire devient évidente. L'homme cherche cyniquement à se débarrasser des seuls témoins. Lors de l'annonce des faits, la salle d'audience a connu une lourde pause. Le public s'est couvert le visage de ses mains, les proches d'Emily ont pleuré et certains activistes sociaux présents dans les couloirs du tribunal ont déclaré que la législation devrait punir plus sévèrement les violeurs avant qu'ils ne passent à l'acte. Mark Anthony Wilson est resté discret et ne semblait pas se faire d'illusions sur l'issue du procès. Le jour de la condamnation, de nombreux journalistes et habitants de Springfield étaient présents. L'apparence du condamné, un peu trop grand, vêtu d'une combinaison de prison orange, ne laissait pas deviner qu'il éprouvait des remords. Mais il a prononcé un bref discours dans lequel il a déclaré qu'il voulait s'excuser à la mémoire d'Emily et de Chloé. Personne n'a cru à la sincérité de ses paroles. Le jury s'est retiré pour délibérer et a rapidement rendu un verdict unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Pendant que le jury préparait le verdict final, la salle d'audience s'est figée dans une attente nerveuse. Les gens comprenaient qu'il s'agirait probablement d'une condamnation à perpétuité, car dans l'État de l'Ohio, un tel crime est passible de la peine la plus lourde,
même si la peine de mort n'est pas toujours prononcée. Dans son discours final, le procureur a souligné l'extrême cruauté et la préméditation des meurtres, les victimes étant une mère et un enfant. Il a demandé à la Cour de tenir compte de la souffrance de ces personnes et de l'énorme publicité que l'affaire avait suscitée. La défense a tenté mollement d'évoquer l'enfance difficile de l'accusé et ses graves addictions, mais elle a compris qu'il serait impossible de sauver Marc de la peine capitale, ou à tout le moins, de la réclusion à perpétuité. Lorsque le jury est revenu, il était clair qu'il n'y aurait pas de compromis. Le verdict est sans appel, coupable. Reste la question de la peine. Le juge, après avoir écouté les arguments des deux parties, a étudié minutieusement les pièces du dossier. Des journalistes, des parents, des militants de la protection des droits de l'enfant et de simples citoyens sensibles au sort de Chloé et d'Emily assistent à la séance. Des pétitions ont même été recueillies dans la ville en faveur des sanctions les plus sévères. Le sentiment que la justice doit être ultime est dans l'air. Le moment clé arrive, le juge annonce que, compte tenu des circonstances particulièrement graves, du meurtre de l'enfant après le viol et du meurtre de la mère pour couvrir le délit précédent, la seule solution adéquate est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En substance, cela signifie que Mark Anthony Wilson ne sera jamais libéré. La salle d'audience a immédiatement poussé des soupirs de soulagement et quelqu'un a commencé à applaudir, mais le juge a rappelé à l'ordre. Les proches d'Emily ont essuyé des larmes, réalisant que rien ne leur rendra leur bien-aimée et Chloé, mais qu'au moins le monstre passera le reste de sa vie derrière les barreaux. En prononçant la sentence, le juge a souligné que cette affaire était un rappel brutal de la vulnérabilité des enfants et des femmes dans les situations de violence domestique lorsque l'agresseur se trouve à l'intérieur du cercle familial. Si le système de défense avait fonctionné plus tôt, si quelqu'un avait prêté attention aux dangers à temps, la tragédie aurait peut-être pu être évitée. Mais d'un point de vue juridique, le tribunal a fait de son mieux. Il a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité d'appel à la clémence à l'avenir. Marc lui-même n'a pas semblé surpris ou ému. Selon des témoins oculaires, il s'est contenté de fredonner. C'était peut-être un geste de désespoir, peut-être un reste de bravade. Il n'avait plus rien à perdre. Bientôt, les huissiers l'emmènent dans une cellule, où il attendra la suite des formalités. C'est ainsi que s'achève la phase principale d'un procès qui a suscité un énorme tollé dans l'opinion publique. Les réactions à Springfield et au-delà ont été puissantes. Les familles et les parents sont choqués que l'auteur ait réussi à mener l'affaire à une conclusion aussi sanglante alors qu'il se trouvait sous le même toit que les victimes. Les médias et les organisations locales se sont demandé pourquoi personne n'avait remarqué les alarmes à temps. On a bientôt commencé à dire que l'école aurait pu remarquer l'état de Chloé, que les services sociaux auraient pu remarquer les signes évidents d'un comportement instable dans la famille, et que le personnel de la clinique où travaillait Emily aurait pu remarquer les plaintes qu'elle aurait pu craindre d'exprimer. Mais l'aide aurait dû être apportée plus tôt, sinon tout cela ressemble à des remords tardifs. Des journalistes des chaînes centrales sont venus couvrir le verdict, interviewant des voisins qui ont déclaré avoir souvent entendu des scandales dans la maison, mais personne n'a osé intervenir car ils pensaient qu'il s'agissait d'une affaire interne à la famille. Cette crainte de « mettre le pied au mauvais endroit » est souvent la raison pour laquelle les tragédies liées à la violence domestique sont cachées aux yeux du public. La presse a soulevé la question suivante. Pourquoi les adultes n'ont-ils pas remarqué les ecchymoses de Chloé ou la baisse notable de ses résultats scolaires? Il était évident qu'elle souffrait d'un stress constant, car son beau-père la terrorisait, elle et sa mère. À la même époque, des personnalités publiques ont commencé à faire campagne en faveur de nouvelles réformes visant à prévenir la violence domestique. On réclame notamment un contrôle plus strict des consommateurs de drogue dure et la possibilité d'isoler d'urgence un éventuel agresseur au moindre signe de menace pour un enfant. Cependant, ces discussions n'ont pas pu ramener Chloé à la vie, ni réconforter ceux qui aimaient Emily. La tragédie était déjà devenue un fait accompli, elle était entrée dans les statistiques criminelles de l'État, elle avait choqué les gens et leur avait rappelé à quel point il est important de ne pas rester indifférent. Marc a été emmené de la salle d'audience à la prison centrale, où il attend d'être transféré dans un établissement de haute sécurité. Les journaux et les médias en ligne regorgent de titres « Le monstre de Springfield condamné à perpétuité ». La maltraitance des enfants a choqué le comté, etc. Les habitants de la ville disaient tranquillement « C'est bien qu'il ne soit plus parmi nous, mais il restait un lourd résidu, car la tragédie avait déjà fait son œuvre. » Le souvenir de Chloé et de sa maman restera à jamais gravé dans les mémoires.
Pendant ce temps, les proches d'Emily ont organisé une modeste cérémonie d'adieu. Les gens ont apporté des fleurs, des jouets, des notes reflétant la douleur de la perte. Les voisins sont également venus, se sentant peut-être coupables de ne pas avoir remarqué les signaux de détresse ou d'y avoir prêté attention. La mère et la fille ont été enterrées dans des cercueils fermés, car les éléments de l'enquête et la nature des blessures ne permettaient pas d'organiser une cérémonie ouverte. En voyant tout cela, la communauté a été une fois de plus convaincue de la cruauté impitoyable qui peut être dissimulée sous le masque de « relations perturbées ». Il ne restait plus aux forces de l'ordre qu'à rendre publics les détails de l'enquête et à encourager la population à signaler à la police les moindres signes de violence domestique. Le cas d'Emily et de Chloé est devenu le symbole d'une occasion manquée de prévenir la criminalité. De nombreux experts estiment que si quelqu'un était intervenu plus tôt, services sociaux, écoles, amis proches, les victimes auraient pu survivre. Mais l'histoire ne connaît pas le subjonctif. La réalité a prouvé que l'indifférence ou la peur d'intervenir conduit à la mort d'innocents. Le 20 septembre 2023, le tribunal a finalement remis les pendules à l'heure. Mark Anthony Wilson, qui avait plaidé pleinement coupable du viol et du meurtre de Chloé Jenkins et du meurtre brutal d'Emily Jenkins, s'est vu annoncer sa peine. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a brièvement expliqué qu'un crime aussi grave et odieux ne laissait pas d'autre choix. La salle d'audience a écouté ces paroles dans un silence total, et seuls les parents des femmes assassinées ont pleuré silencieusement en se tenant par la main. Lorsque Mark a été emmené sous escorte dans la salle d'emprisonnement, il n'a pas prononcé un mot, n'a pas essayé de demander grâce. La famille d'Emily et de Chloé a quitté la salle en silence. Quelques minutes plus tard, les journalistes ont déclaré en direct « Justice a été rendue ». Mais la vie d'une mère et d'une fille ne peut pas être rétablie. À Springfield et dans tout l'État de l'Ohio, on se souviendra de cette affaire comme de l'un des crimes les plus médiatisés de 2023. Avec le temps, on s'en souviendra dans les bulletins d'information, les discours des dirigeants de la communauté et les séminaires de prévention de la violence domestique. Mais pour la famille Jenkins et ceux qui l'aimaient, tous les mots sur la nécessité d'une meilleure protection viendront trop tard.